L'intitulé de cette intervention pouvait se comprendre de toutes sortes de façons et j'ai beaucoup apprécié que dans ce colloque, contrairement à beaucoup d'autres, on ait des réunions en amont pour éclaircir ce que souhaitaient les organisateurs. J'avais eu une première intuition, une première interprétation qui était beaucoup trop stricte, dans laquelle il s'agissait finalement uniquement de technologies qui servaient à faire de la cartographie de risque, à tenir des registres de traitement. Et je m'apprêtais quasiment à aller frapper à la porte de Legal Tech qui proposait des outils de ce type-là, des tableaux de bord de la compliance pour voir comment elle fonctionnait. Et puis vous m'avez dit, Madame Frison-Roche, non, partez de YouPorn. Je ne m'y attendais pas, je dois dire, mais j'ai suivi votre instruction. Je vais même essayer de vous montrer une vidéo. Là, vous tremblez à l'idée que je puisse faire une chose pareille, parce que techniquement, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je n'ai rien pu tester de l'installation. J'essaye, si ça ne fonctionne pas, je vous raconterai la vidéo, ce qui est au moins aussi intéressant. C'est une actrice spécialisée dans les contenus pour adultes, qui, à la demande de Pornhub, vous explique que vous faites partie d'un pays qui a des exigences de contrôle d'âge pour accéder au site qui sont impossibles à réaliser, et que par conséquent, vous n'allez pas pouvoir consulter les contenus pour adultes que vous espériez trouver, et que si vous êtes mécontent, vous n'avez qu'à vous adresser à vos élus pour qu'ils fassent pression sur votre État afin d'obtenir un changement de la législation. Il s'agissait d'une vidéo qui n'avait pas été mise en place en réaction à la législation française ou européenne, comme on pourrait l'imaginer, mais face à deux législations d'États fédérés américains, en l'occurrence l'Utah et la Louisiane, qui avaient demandé à ce qu'il y ait un contrôle des cartes d'identité des internautes pour pouvoir accéder à ce site Pornhub. Et ce que vous expliquait cette dame, c'est que Pornhub a la compliance, le mot est employé à cœur, mais que ça n'est pas une bonne façon d'exercer ce contrôle, que certes c'est très bien de protéger les mineurs, mais ici pas à n'importe quel prix et pas au prix de données à caractère personnel beaucoup trop intrusives s'agissant de l'ensemble des visiteurs du site. Et effectivement, la question que vous m'avez posée, Mme Frison-Roche, était plus intéressante que celle que j'avais imaginée moi-même. Est-ce qu'on n'était pas en train de demander, y compris en France, à ces sites Internet pour adultes, de mettre en place une technologie qui n'existait pas, à savoir une technologie qui permet à la fois de protéger les mineurs et qui respecte tout à fait la vie privée des utilisateurs majeurs, puisqu'il n'est pas illégal d'accéder à ce type de contenu. Et d'après un sondage IFOP que je suis allé consulter pour ce colloque, personne dans cette salle, bien évidemment, mais 55% des adultes français ont déjà accédé au moins occasionnellement à ces contenus et ils ont le droit de le faire. La CNIL a effectivement rapidement tracé une ligne rouge. Attention, ça n'est pas parce qu'on veut protéger les enfants que l'on va pouvoir demander à toute personne qui veut consulter ce type de site de scanner son passeport, ça n'est pas acceptable. Voilà qui m'emmenait dans une direction tout à fait imprévu, qui était finalement comment la compliance et la vigilance peuvent s'appuyer sur les technologies mouvantes, changeantes, y compris peut-être des technologies qui n'existent pas ou pas dans l'état que le législateur souhaiterait les trouver, et quel est le rapport finalement de la vigilance et de la compliance à ces technologies. Alors une fois qu'on avait franchi les frontières de ma conception extrêmement stricte du sujet où il s'agissait uniquement d'outils de monitoring issus de Legal Tech, je n'ai plus été capable de fixer une frontière très nette à mon sujet. Je vais vous donner deux exemples de ce que parfois la frontière est poreuse entre des outils de vigilance et puis ce que j'appellerais des objets de vigilance. Madame Frison-Roche, vous disiez ce matin, il ne faut pas confondre ce qui relève de la compliance et puis la sanction des comportements interdits eux-mêmes, finalement le fond du droit ou la réglementation en dur classique. Il faut fixer une frontière, mais parfois c'est assez difficile. J'ai pensé par exemple à l'authentification forte qui est demandée pour les paiements par carte bancaire à la suite de la directive service de paiement 2, et je me suis dit ça par exemple. Est-ce que c'est une forme de vigilance de la part de la banque, et ça a été suggéré ce matin, vous le savez, hein, la banque doit être vigilante pour éviter l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement de ses clients, ou est-ce que c'est pas tout simplement de la réglementation de fond de l'utilisation des cartes bancaires? Honnêtement, la frontière n'est pas si simple à tracer. Deuxième exemple, lorsque le RGPD ou la directive NIS 2 en matière de cybersécurité incite fortement à l'utilisation de technologies telles que le chiffrement. Est-ce qu'on est en train de faire de la protection ex ante des individus dont les données sont manipulées, ou est-ce qu'on est en train tout simplement de faire de la réglementation de fond des traitements de données à caractère personnel? Honnêtement, la question peut se discuter. Donc, tout ça pour vous prier de bien vouloir m'excuser si parfois je franchis les frontières de ce que vous pensez être le sujet sans le vouloir. J'ai trouvé que c'était
c'était assez difficile de la tracer. Et puis, qu'est-ce qu'une technologie? Même cette question-là m'a paru extrêmement difficile. Souvent, le législateur, en réalité, ne va pas exiger que soit mise en œuvre une technique précise, mais il va poser un simple cahier des charges. Et ici, je peux reprendre l'exemple de la DSP2. En réalité, même dans les règlements délégués de la Commission européenne, que vous pensez être les normes peut-être les plus techniques en la matière, on ne vous dit pas exactement comment faire de l'authentification forte en matière bancaire. On vous dit qu'il existe 3 catégories d'éléments en matière d'authentification, quelque chose que vous savez, quelque chose que vous possédez, quelque chose que vous êtes, et qu'il va falloir utiliser 2 éléments issus de ces 3 catégories. Est-ce que c'est une pop-up sur votre téléphone? Est-ce que c'est un SMS? Est-ce que c'est de la biométrie? Est-ce que c'est un code secret? Est-ce que c'est un mot de passe? C'est aux banques ensuite d'en décider. Et donc finalement ici, ça n'est pas une technologie très précise qui est visée par le législateur. Même quand on demande aux responsables de traitement de données à caractère personnel ou qu'on les invite à faire du chiffrement, à bien y réfléchir, on ne les dirige pas vers une technologie, puisque le chiffrement, dans la vision que j'en ai, c'est plutôt une fonction. C'est-à-dire que on va vous demander une technologie qui est capable de prendre un jeu de données et de le rendre indéchiffrable pour quelqu'un qui ne possède pas la clé, qui ne possède pas le secret. Mais cela, mathématiquement, il y a de très nombreuses façons de le faire, certaines mauvaises, d'autres bonnes. Donc finalement, même là, on ne vous demande pas vraiment d'utiliser une technologie précise. Du reste, les textes européens sur le numérique, qui sont ceux que je fréquente le plus souvent, visent souvent une neutralité technique. Ce sont des mots qui sont employés à l'égard du RGPD notamment. C'est un texte qui, par exemple, n'utilise jamais l'expression d'intelligence artificielle, ce qui peut susciter parfois l'incompréhension, voire les railleries des personnes qui ne sont pas habituées à ce texte et qui pensent que l'Europe est déjà has-been aussitôt après avoir adopté ce règlement général sur la protection des données, alors que non, elle souhaite être technologiquement neutre et par exemple le RGPD va régir les décisions entièrement automatisées. La façon dont ces décisions sont prises importe peu au RGPD. Dans le règlement IA, on peut avoir l'impression que le législateur européen, dans le projet de règlement IA qui n'est pas encore adopté, vous le savez, on peut avoir l'impression en revanche qu'il y a des références à des technologies, puisque en annexe, on trouve une liste de techniques qui sont l'objet de ce projet de texte. Je cite notamment les approches d'apprentissage automatique, y compris d'apprentissage supervisé, ce qu'on appelle en anglais le machine learning. Mais même en réalité, quand on a dit ça, on a visé une très très vaste famille de technologies, très bigarrées, et les meilleurs connaisseurs de ces domaines de l'informatique vous diront que, en disant ça, on n'a pas vraiment visé une technologie précise. Alors on trouve certes des références peut-être à des technologies données, à des niveaux de normes très bas, souvent relevant de ce qu'on appelait ce matin du droit souple. C'est-à-dire que si vous allez jusque dans des lignes directrices ou des référentiels édictés par des autorités administratives, là vous commencez à trouver des références à des technologies, on peut le dire, mais finalement à un niveau qui n'est même pas toujours un niveau obligatoire, qui relèverait du droit dur. Mais effectivement, là, on peut commencer, par exemple, à voir l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, vous dire quels sont les algorithmes mathématiques que vous devriez employer, ceux que vous devriez bannir, j'y reviendrai. Bon, ceci étant posé, quelle est finalement la problématique sous-jacente à cette intervention sur les technologies prescrites, disponibles et prohibées en matière de vigilance et de compliance? C'est tout simplement, finalement, comment va-t-on faire face au flux mouvant des technologies qui en permanence se renouvellent, et comment va-t-on à la fois s'appuyer sur leur puissance et être capable de domestiquer leurs dangers. Je vais tout simplement conserver le plan qui m'a été suggéré par l'intitulé de l'intervention. Vous parlez d'abord des technologies proscrites ou très fortement encadrées, puis des technologies qui sont disponibles, et le mot revient souvent dans les règlements européens, et enfin, c'est la partie la plus intéressante sans doute, je vous parlerai des technologies prescrites, c'est-à-dire qui sont souhaitées, exigées, même parfois par le législateur. D'abord, les technologies proscrites, donc les technologies qui seraient bannies, qui seraient à ne pas employer. J'ai essayé de systématiser un petit peu les exemples auxquels j'ai pu penser et de vous faire part des raisons principales pour lesquelles des technologies peuvent être bannies par les pouvoirs publics. Et d'abord, il me semble qu'on peut vous priver du recours à certaines technologies parce qu'elles posent des problèmes de transparence ou d'explicabilité. Et ici, je pense notamment
à l'article 22 du RGPD, qui est le texte relatif aux décisions automatisées, entièrement automatisées. Ce sont des décisions que très souvent on sera tenté de prendre lorsqu'on fait de la vigilance ou de la compliance, puisque Madame Frison-Roche le disait ce matin, on a souvent à garder sous son œil, à garder sur son radar de très nombreuses informations, de très nombreux individus, de très nombreux comportements, et pour cela, on va être tenté de recourir à des algorithmes et à automatiser la surveillance. Néanmoins, le RGPD vous le dit, si vous tentez de prendre de façon totalement automatisée une décision qui a des conséquences juridiques pour les individus, le principe, c'est que cela est interdit. Il y a certes ensuite des exceptions, mais encore faudra-t-il pouvoir se réfugier dans ces exceptions qui sont pensées pour être relativement étroites. Et si vous êtes dans le cadre de ces exceptions, un certain nombre de garanties assez lourdes doivent surgir, qui visent notamment à toujours donner le dernier mot à un être humain s'il y a contestation de la part d'un individu. Donc si vous cherchez par exemple à faire de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme de manière entièrement automatisée, vous devriez appliquer ces textes, et cela va évidemment diminuer l'efficacité de vos automatismes. Ensuite, il y a l'obsolescence, symbolisée par ce cadenas rouillé, très habilement. Vous voyez qu'en matière d'iconographie, je commence à progresser un petit peu. L'obsolescence, parce que il y a des technologies qui se périment, des technologies qui ne sont plus suffisamment fiables, et en matière de sécurité informatique, c'est un très grand classique. Et on aura alors un bannissement de technologies qui sont finalement trop anciennes, finalement percluses de faiblesse, et il ne faudra plus les employer sous peine d'être considérés comme fautifs. En matière d'algorithmes de chiffrement, par exemple, il y a pléthore d'exemples, des algorithmes dont les faiblesses ont été démontrées mathématiquement, et par conséquent, ils sont définitivement périmés, ils ne devront plus jamais être employés. Il y a ensuite des techniques qui doivent être bannies parce qu'elles ont des effets anticoncurrentiels, alors même qu'elles ont également des effets qui peuvent sembler être vertueux. Je pense ici par exemple à l'écosystème entièrement fermé de la société Apple. Quand vous achetez un iPhone, et il y en a beaucoup parmi vous qui ont des iPhones, vous entrez dans l'univers Apple, c'est-à-dire à la fois une machine et son hardware, mais également un magasin d'applications, et donc tout ce que vous pourrez installer sur votre téléphone aura été soigneusement présélectionné par Apple. Ce qui veut dire que vous ne courrez pas de grands risques de sécurité, puisque c'est un système qui est très bien protégé contre des applications malveillantes, mais ce qui veut dire également que vous êtes prisonnier de choix d'applications qui peuvent être discutables et qu'il peut y avoir des effets anticoncurrentiels extrêmement forts. Et c'est pourquoi le règlement sur les marchés numériques, et il y a ici Jean-Christophe Rodet qui est un grand connaisseur de ce texte, prohibe désormais ces écosystèmes entièrement fermés, même s'ils sont conçus soi-disant pour vous protéger en tant qu'utilisateur. Leurs effets anticoncurrentiels vous emprisonnent. Il y a d'ailleurs cette expression anglaise de jailbreak qui est tout à fait significative du fait qu'un utilisateur d'iPhone est censé être en prison lorsqu'il achète sa machine. Et puis certaines technologies peuvent encore être bannies en tant qu'elles ont un caractère trop intrusif, alors même qu'elles seraient puissantes. Et on peut précisément revenir à la vidéo de Pornhub qui a ouvert cette intervention, c'est-à-dire que si on cherche à contrôler votre âge et à s'assurer que vous avez plus de 18 ans par des façons qui sont puissantes, efficaces, mais qui sont trop intrusives, ces technologies vont être bannies. Je pense par exemple à des propositions qui avaient été formulées par l'industrie de faire de la reconnaissance faciale. Non pas de la reconnaissance faciale aux fins de vous identifier, comme c'est par exemple proposé en matière d'identification sur la voie publique avec des caméras. Ici, ce serait agi uniquement d'utiliser des techniques de machine learning pour donner une approximation crédible de votre âge. C'est quelque chose que l'on sait faire. Vous vous présentez devant votre webcam et l'algorithme est capable de dire à 2 ou 3 ans près quel est votre âge. La CNIL a considéré que les individus qui souhaitent accéder à des contenus pour adultes n'avaient pas forcément envie de se filmer avec leur webcam, quand bien même ce serait pour protéger les mineurs contre un accès trop précoce à la pornographie. Donc ces techniques seront bannies en ce qu'elles sont trop intrusives. C'est un simple exemple, il y en aurait bien d'autres. J'avance pour en arriver aux technologies qui sont disponibles et qui, en tant que telles, vont être prises en compte par la réglementation. Et les technologies disponibles, on peut se féliciter qu'elles le soient et demander qu'elles soient exploitées, ou, à l'inverse, mettre en garde les destinataires de la règle contre le fait que ces technologies disponibles, elles présentent un danger contre lequel il faut se prémunir et il faut pouvoir les contrecarrer. Du côté des technologies
disponibles et dont il faut user parce qu'elles sont disponibles. Je peux prendre quelques exemples tirés du RGPD, là encore parce que c'est un texte que je connais bien, mais aussi parce que c'est un texte qui est très conscient du caractère très rapidement changeant des technologies et qui intègre ce changement permanent dans la lettre de son texte. Et par exemple, dans le RGPD, il y a aussi la préoccupation des données relatives à des mineurs, bien au-delà de la question des sites à caractère pornographique, mais tous les traitements de données de mineurs qui requièrent une autorisation des parents. Le RGPD vous dit, le responsable de traitement s'efforce raisonnablement de vérifier que le consentement est bien donné par le titulaire de la responsabilité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles. Ce qui signifie que quand le RGPD entre en vigueur, il n'y a peut-être pas de moyens ou des moyens assez peu efficaces. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est le cas actuellement. On a assez peu de moyens de mettre en œuvre cette disposition, mais on espère que les technologies vont évoluer et au fur et à mesure qu'elles évolueront, il faudra immédiatement s'en saisir, les implémenter et les pratiquer. Et c'est une démarche assez intéressante. En matière de portabilité, qui est un droit en quelque sorte de prendre vos données à caractère personnel sous le bras et de les emporter notamment à la concurrence, mais il y a d'autres utilisations de la portabilité, je n'insiste pas, le RGPD vous dit qu'il faudra utiliser un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ce qui veut dire qu'il faudra en permanence vous reposer sur les standards, notamment les types de fichiers qui sont exploités par l'industrie. Voilà, et ça peut changer. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, les standards peuvent évoluer, d'autres standards peuvent s'imposer par rapport à des standards qui se périment, et il faudra en permanence utiliser les technologies disponibles. Le texte intègre cette préoccupation. Je laisse de côté le dernier exemple que je proposais pour pouvoir avancer dans mon propos. Du côté des technologies dont il faut bien avoir conscience qu'elles sont disponibles, mais cette fois-ci pour les contrecarrer, la question des jeux de données anonymes. Anonyme au sens du RGPD a une signification extrêmement forte. Cela veut dire un jeu de données qui ne permet pas de remonter à des individus identifiables, quelle que soit l'habileté et les compétences de la personne qui cherche à faire de la réidentification. Il faut que le lien avec les individus ait été coupé de manière irrévocable. Si vous arrivez à dire que votre jeu de données est anonyme, vous n'avez plus besoin d'appliquer le RGPD et à partir de là, votre fardeau réglementaire va certainement beaucoup s'alléger. Mais ce que vous dit le RGPD, c'est que vous devez vérifier que l'attaque de réidentification va échouer avec toutes les meilleures technologies de réidentification disponibles au jour où vous vous posez la question. Or, les technologies de réidentification évoluent, j'allais dire, d'heure en heure. Il y a une branche entière des statistiques qui s'appelle la data science, qui est destinée à améliorer les attaques de réidentification. Et je trouve que c'est un cas assez intéressant de qualification juridique qui peut évoluer au cours de la nuit. C'est-à-dire que vous allez vous coucher, un jeu de données est anonyme, vous vous réveillez le lendemain matin, ce sont des données à caractère personnel, parce que pendant que vous dormiez, un papier a été publié aux États-Unis qui montre comment réidentifier les individus qui sont dans votre base. Et vous devez donc en permanence tenir compte de l'évolution de la science pour opérer votre qualification juridique. Les obligations de sécurité, ce sera vite expliqué. C'est encore plus évident que lorsque vous voulez sécuriser un système informatique, vous devez jour par jour et même heure par heure, si vous êtes une grande entreprise du CAC 40, tenir compte des nouvelles attaques, des nouvelles faiblesses, des nouveaux patchs de sécurité qui ont été publiés. Par conséquent, vous devez tenir compte des technologies disponibles pour l'attaquant en tant que défenseur. Et c'est une manière d'actualiser le texte, finalement, en permanence, en flux continu. J'en arrive à la partie sans doute la plus intéressante et la plus difficile aussi de cette intervention, qui sont les technologies prescrites. C'est-à-dire qu'ici, le législateur va vous demander, il ne va pas vous contenter de vous dire de vous saisir de l'existant, il va vous demander de mettre en œuvre des technologies qu'il va décrire et qu'il va souhaiter vous voir employer. Et ici, je vais vous proposer de distinguer, ça me semble être la bonne clé de lecture, mais vous me direz ce que vous en pensez, entre deux situations assez différentes. La première, c'est la situation dans laquelle ce que j'appelle les briques élémentaires de la technologie existent. C'est-à-dire que finalement, tous les éléments nécessaires
à la mise en œuvre de cette technologie ont déjà été inventés séparément, et ce que l'on va vous demander, c'est simplement une combinaison ou une contextualisation un peu originale de ces technologies préexistantes. Et ici, la directive service de paiement 2 en est un bon exemple, puisque vous avez entendu les établissements de crédit vous dire, quand la DSP2 a été publiée, ça va être difficile de faire de l'authentification forte, nos développeurs vont avoir besoin de beaucoup de temps, c'est compliqué. Je peux vous le dire, au moment où la DSP2 est publiée, tous les éléments nécessaires à une authentification forte existent déjà séparément les uns des autres. On sait faire du SMS d'authentification, on sait faire des applications qui vont devenir ce que la BNP Paribas, par exemple, appelle une clé digitale, on sait faire de la biométrie, on sait faire tout ça. Mais on ne l'a jamais mis en musique de cette façon. On n'a jamais rassemblé ces petits fragments de technologie de façon à créer un canal sécurisé entre un e-commerçant, une banque et un client. Et donc, quand le législateur vous dit « je veux que tout ça soit mis en musique », il n'exige rien de si extraordinaire. Il sait que c'est faisable. Simplement, il y a éventuellement une question de détails techniques à régler et de calendrier. Et c'est ce qui a été fait. Si vous cliquez sur cette icône dans mon support visuel, je vous donnerai le site sur lequel j'ai déposé le PowerPoint à la fin, vous verrez que la Fédération bancaire française se félicite de la qualité du dialogue qui a été initié entre l'Association bancaire européenne et le législateur européen pour mettre en place un calendrier réaliste et ensuite un référentiel technique réaliste. Les acteurs savent qu'on peut y arriver. La seule question, c'est combien de temps faut-il pour que ce soit fait proprement. Même chose pour, vous voyez ici Google Takeout, qui est une nouvelle manière de faire de la portabilité des données. Je vous ai parlé de la portabilité des données il y a quelques minutes. La façon classique de le faire, c'est j'ai toutes mes photos sur Google Photos. Je veux les emmener chez Yahoo, par exemple, parce que j'en ai assez des pratiques de Google ou de ses tarifs. Je vais toutes les télécharger en un seul très gros fichier. Ça va prendre beaucoup de temps. Et je vais le réuploader à la concurrence. Ça va reprendre encore plus de temps. Le RGPD vous dit, dès que cela sera techniquement possible, il faudra que les fichiers soient transmis directement entre les plateformes, sans passer par vous. Vous direz à Google, envoie mes fichiers chez Yahoo. Et Google est actuellement sous pression de l'autorité italienne de protection des données qui lui dit « ça y est, c'est techniquement possible et je peux le démontrer, or vous ne l'avez toujours pas fait ». Et donc Google va être obligé de développer cette fonctionnalité. La question à présent pour le contrôle d'âge, c'est est-ce qu'on peut considérer que les briques élémentaires sont toutes disponibles ou est-ce qu'on est en train de demander à ces sites pour adultes de mettre en place des technologies qui n'existent pas réellement? Et la question est difficile. L'attitude du législateur français sur ce point a un petit peu évolué, puisque au départ, lors de cette loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, je dirais qu'on se débarrasse de la question de la faisabilité technique en renvoyant à un décret. On consulte ensuite ce décret, qui paraît plus d'1 an après, et lui-même dit qu'il faudra utiliser un procédé fiable, il l'ordonne, sans se préoccuper de savoir si ce procédé existe, et il dit simplement que le CSA, qui deviendra ensuite l'ARCOM, peut adopter des lignes directrices en la matière. Et effectivement, à l'époque, ça ressemble vraiment à un pur fait du prince, c'est le performatif dans toute sa splendeur, j'ai dit que vous le feriez, alors faites-le. Et on ne se préoccupe pas de savoir si c'est possible. Or, dans la loi sécuriser et réguler l'espace numérique qui est actuellement discutée, l'approche a complètement changé, puisqu'on est en train de dire que quand l'ARCOM aura publié un référentiel, va commencer à courir un délai de 3 mois, après lequel il faudra se mettre en conformité avec le référentiel. Ce qui est une manière de sous-entendre que tant que l'ARCOM n'a pas réussi à mettre au point le référentiel, il n'y a pas d'obligation de se plier à des exigences qui sont peut-être des fantasmes. Mais, simplement, entre-temps, vous voyez cette diapositive jaune, elle vous renverra à un site qui est celui de la CNIL, et qui vous montrera tout en bas que la CNIL a collaboré avec un chercheur de Polytechnique, Olivier Blasi, et a démontré qu'un système de vérification d'âge respectueux de la vie privée était possible. Le mécanisme est extrêmement intéressant. En substance, Pornhub va vous demander une preuve de majorité, va vous remettre un fichier qui ne fait pas apparaître l'identité de Pornhub, qui est signé cryptographiquement. Ce fichier, vous l'apportez à quelqu'un qui vous connaît, votre banque, l'État, que sais-je, la Poste, et qui est capable de dire que vous avez plus de 18 ans. Vous lui présentez ce document,
Et tout ce que c'est votre banque, c'est que quelqu'un veut une preuve de majorité, elle ne sait pas qui. La banque va apposer une preuve de majorité sur le document. Je vous vois venir, s'il n'y a que les sites pornographiques qui demandent ça, c'est une fuite d'informations indirecte qui est assez gênante. Mais rassurez-vous ou inquiétez-vous, on veut faire la même chose avec les réseaux sociaux à très court terme. Et vous rapportez cette preuve de majorité au site qui ne sait pas qui vous êtes, mais qui sait simplement que vous êtes une personne qui a plus de 18 ans et que cela a été attesté, et on vous laisse rentrer. Ce qui fait rebondir la question, il n'est plus technologiquement impossible de mettre en place ce type de système de vérification d'âge. La CNIL l'a prouvé. Ce qui veut dire que les briques élémentaires existent, la CNIL l'a montré, et l'ARCOM va évidemment se faire une joie de s'appuyer sur cette démonstration. Ce que je veux simplement dire, c'est que il est tout à fait possible que cette technique soit si pénible à mettre en œuvre qu'elle tarisse largement le flux de clients pour ces sites. Ce qui fait rebondir la question, puisqu'à partir de là, on ne pourra plus dire qu'il est impossible d'obéir à la règle, mais on pourra simplement se plaindre de ce que l'on accuse de très fortes pertes de clientèle ou de chiffre d'affaires. Mais je dirais qu'alors la question se transforme en un contrôle de proportionnalité assez classique, puisqu'on va mettre en balance la protection des mineurs avec l'atteinte forte qui sera portée à la liberté d'entreprendre de ces plateformes. Et l'issue est assez difficile à prévoir, comme souvent lorsqu'il y a un contrôle de proportionnalité. Mais je peux faire une analogie avec des arrêts de la CJE comme l'arrêt Sabam, dans lequel on avait demandé des obligations de filtrage, non pas de la clientèle, mais de contenu, qui étaient tellement lourdes et tellement coûteuses que la CJE a dit l'atteinte à la liberté d'entreprendre est excessive. Et on peut imaginer que dans un cas comme celui-ci, elle aboutirait peut-être à la même conclusion. Ce que je veux vous dire pour terminer, et je crois que je suis à peu près dans les temps, Monsieur le Président, c'est que j'ai quand même trouvé une situation dans laquelle un ordre impossible a peut-être été donné à des opérateurs, et je me suis dit que j'allais vous en faire part. Dans le DMA, dans le règlement sur les marchés numériques, il est ordonné à des services de messagerie sécurisés comme WhatsApp, que vous utilisez peut-être, de s'interfacer avec des services de messagerie sécurisés plus petits, qui voudraient devenir compatibles et permettre les échanges entre les écosystèmes. Je suis chez Signal, vous êtes chez WhatsApp, nous devons pouvoir communiquer. Simplement, le législateur européen demande que le même niveau de sécurité continue à perdurer lorsque vous êtes en train de sortir de l'écosystème WhatsApp pour aller vers un écosystème concurrent, alors que certains vous disent que techniquement, ça n'est pas possible, puisque WhatsApp met en œuvre ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout, ce qui veut dire que WhatsApp lui-même ne sait pas quel est le contenu des messages que vous échangez avec vos amis. Les clés de chiffrement sont sur les appareils des utilisateurs. Et là, on est en train de dire WhatsApp, Signal, débrouillez-vous pour qu'il y ait du chiffrement de bout en bout entre vos utilisateurs. Et certains chercheurs en sécurité informatique disent « on n'y arrivera pas », et je pense que cette citation va vous frapper comme elle m'a frappé. Permettre une interopérabilité totale sans créer de risque pour la vie privée ou la sécurité revient à ordonner aux médecins de guérir le cancer. Voilà, c'est la question que vous m'aviez posée, Madame Frison-Roche. Est-ce qu'on peut ordonner aux médecins de guérir le cancer? Sauf que, ensuite, j'ai lu d'autres propos de chercheurs en sécurité qui disaient « si c'est difficile, mais c'est faisable, on peut y arriver et nous sommes en train d'en apporter la démonstration ». En tout cas, on touche ici aux limites de ce que peut exiger un législateur. Est-ce qu'il peut exercer une pression telle que, aux frontières de la connaissance, il ordonne que l'on avance encore un peu, quitte à ce que cela se révèle impossible, ou est-ce que faire cela est une faute de la part des pouvoirs publics, du législateur? C'est une vraie question. Il me semble en tout cas que l'arrêt Sabam que j'ai déjà cité pourrait être interprété a fortiori si on cherchait à sanctionner une entreprise comme Facebook alors qu'il n'a pas encore été démontré qu'il était techniquement possible qu'elle obéisse à l'ordre qui lui est donné. Elle pourrait très certainement démontrer que l'atteinte à ses libertés d'entreprendre est excessive, et je ne doute pas qu'ici la Cour de justice de l'Union européenne la suivrait. Et par conséquent, je pense que ce type de débat va être tranché par une expertise un petit peu d'un nouveau genre. Au lieu de demander à des experts d'éclairer le juge ou l'autorité administrative sur quelque chose qui s'est déjà passé, il s'agira d'une pure expertise prospective. On demandera aux experts, pensez-vous que Facebook, avec tous les moyens dont il dispose, peuvent aboutir à ce progrès technologique? Et finalement, c'est sans doute ce débat d'experts qui permettra d'aboutir à une sanction, parce qu'une technologie qui n'est pas encore présente, mais dont on devine qu'elle est là, derrière une petite fine nappe de brouillard, est à portée du doigt.
Je n'ai actuellement malheureusement pas d'analyse technique plus fine que cela à vous proposer. Je pense qu'il faut que j'y travaille avec des collègues en droit public, puisque je pense que la question finale que je vous pose, qui est celle de la performativité pure, du fait du prince pur, est une question qui est au moins autant une question de droit public qu'une question de droit privé. En tout cas, je vous remercie de me l'avoir posée et de m'avoir permis de commencer à y réfléchir. Et merci, public, pour votre attention.